Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous considérons que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. La science a servi. Santé publique, les collusions mortifères entre industriels et chercheurs. C'est le titre d'un livre paru aux éditions La Découverte en 2014. Avec nous aujourd'hui, l'auteur de cet ouvrage, Annie Thébomony, qui est sociologue, directrice de recherche honoraire à l'INSERM, chercheur associée au groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle à l'Université Paris 13 et, j'ajouterais, très active sur de nombreux fronts de lutte. Bonjour Annie, vous nous entendez ? Bonjour Annie, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, en guise d'introduction, est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre objectif central quand vous avez décidé d'écrire cet ouvrage « La science a servi » ? Alors, mon objectif principal, il était double. Il était d'une part de faire un peu l'état des lieux de cette stratégie du doute à laquelle je me suis heurtée quand même toute ma carrière, et puis en même temps, et qui a beaucoup influencé la recherche officielle sur notamment les risques toxiques. Donc cette mise en cause systématique par les industriels des connaissances produites sur les effets sanitaires des différents toxiques comme la radioactivité, l'amiante, le plomb, les substances chimiques. Et puis, en même temps, faire en sorte que vis-à-vis de jeunes chercheurs, ils aient conscience que nous avons une responsabilité à développer des alternatives qui partent justement d'une autre approche scientifique des problèmes de ces effets sanitaires. C'est-à-dire en partant des connaissances déjà totalement dans l'espace scientifique au moins, sinon dans l'espace public, briser l'invisibilité des effets pathogènes, des effets sanitaires de toutes ces substances toxiques, et briser cette invisibilité en relation avec les modalités d'exposition, et ce qui fait que aujourd'hui, ceux qui sont les premiers concernés par ces substances toxiques sont les travailleurs. Donc voilà, l'objectif, c'était celui-là, c'était le faire aussi à partir de mon expérience et de celle d'Henri Pézra, qui a été un des pionniers dans la lutte contre l'amiante et qui a organisé son travail de recherche dans les 20 dernières années de sa carrière autour de cette question de la toxicochimie des polluants, principalement les fibres, puisqu'il était physico-chimiste à l'origine, mais tout ce qui était fibres et poussière métallique, mais aussi plus largement de comprendre, et là nos deux démarches se sont rejointes bien souvent, de comprendre comment on en était arrivé à une situation où la mise en doute était systématique alors qu'on avait tous les éléments pour non seulement reconnaître des maladies professionnelles, mais prendre des mesures de prévention pour empêcher les effets sanitaires dans le futur. Alors, comme nous, on est dans une émission antinucléaire, on va bien sûr s'intéresser plus particulièrement à la radioactivité. Oui. Et plus précisément, est-ce que vous décrivez dans le chapitre 4 de votre livre qui s'intitule « Nucléaire, expérimentation humaine, secret défense ». Alors, vous nous expliquez comment, à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Puis pendant toute la guerre froide, l'armée et les scientifiques américains ont procédé à des expérimentations sur l'être humain pour évaluer les effets de la radioactivité. Alors, moi j'ai lu ça, ça m'a tout à fait effrayée. Je n'étais pas au courant de ces choses-là. Ça m'a effrayée à la fois dans les méthodes et puis dans les buts poursuivis. Alors j'aimerais bien que vous nous racontiez cette histoire un peu dans le détail, là, entre le Manhattan Project, les victimes des essais, et puis ce que vous appelez une orgie d'expérimentation après, dans les 3 décennies qui suivent la fin de la guerre, parce que c'est vraiment édifiant, je trouve. Alors, quand le projet Manhattan démarre, en fait, il y a déjà des connaissances sur les effets de la radioactivité, en particulier, depuis Marie Curie, Pierre et Marie Curie, puisque l'un et l'autre sont morts de maladies radio-induites. Donc la fin du 19e siècle, quand même. Et ensuite, il y a une situation qui se renouvelle constamment, c'est-à-dire que un nouveau procédé industriel, quel qu'il soit, est considéré a priori pour ses effets intéressants et rarement, il est rarement procédé à des tests de toxicité avant sa mise dans l'espace public. Alors, le projet Manhattan, c'est quand même une situation tout à fait particulière, puisque c'est à la fois l'émergence d'une innovation très spectaculaire avec le démarrage du nucléaire sous son double visage militaire et civil, mais surtout militaire à l'époque, puisque c'est la mise au point de la bombe. Et là, les crédits sont absolument illimités. Et l'objectif, en fait, des responsables du projet Manhattan, c'est qu'il n'y ait aucune entrave possible au projet de mise au point de la bombe, mais aussi qu'il n'y ait pas d'entrave à des applications dites pacifiques de l'atome, parce que on est en présence non seulement de l'armée et de l'État américain, mais aussi de de quelques grandes entreprises emblématiques qui ont bien l'intention, alors Dupont de Nemours, Kodak, Eastman Kodak, il y a 3 ou 4 Union Carbide, donc des firmes américaines multinationales, déjà multinationales à l'époque, et qui sont alliées à l'armée américaine dans la conduite de ce projet, avec l'intention d'en faire évidemment très 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 rapidement des applications industrielles capitalistes dans l'acception la plus littérale du terme. Et donc, pas d'entrave, ça veut dire ne pas ébruiter les dangers de la radioactivité. C'est-à-dire qu'un certain nombre de responsables sont conscients qu'il y a des dangers. Il y a d'ailleurs mise en place de divisions sanitaires et à l'origine, on peut se dire que c'était pour regarder quels étaient les effets, pour prendre des précautions, faire de la prévention, éviter que la radioactivité soit dangereuse pour tous ceux qui l'approchent. Ce qui aurait été logique compte tenu de ce qu'on savait à l'époque sur les dangers de la radioactivité, y compris pas seulement leucémie, nécrose osseuse, et puis, mais aussi sur les effets génétiques, puisque dès les années 20, un généticien qui s'appelle Muller avait alerté sur ces questions-là. Donc, on est en présence d'une situation où on aurait pu penser que les responsables du projet Manhattan allaient prendre des précautions. Et en fait, leur préoccupation sanitaire, ça n'est pas celle-là. C'est de trouver des chercheurs qui sont intéressés
à une espèce de recherche fondamentale, d'une part pour mettre en évidence, pas pour la santé publique, mais dans le cadre de la science, enfin je dirais la science pour la science, quelles sont par exemple la radioactivité, enfin une des premières découvertes, c'est celle du plutonium, et connaître le métabolisme du plutonium dans l'organisme, savoir comment le plutonium se comporte dans l'organisme, est pour eux beaucoup plus intéressant que de savoir quels sont les effets pathologiques du plutonium. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que avec le plutonium, ils vont engager des expérimentations. Alors, officiellement, ce ne serait des expérimentations qu'auprès de malades atteints de cancer en phase terminale, mais en pratique, c'est pas du tout ce qui se passe. Et on l'a su grâce aux documents qui ont été remis dans le domaine public à partir 50 ans après, donc dans les années 90, et grâce à une journaliste qui a été à la recherche des différentes personnes qui ont été volontairement qui ont reçu des injections de plutonium, ce qui est assez hallucinant quand on sait que le plutonium est un des radioéléments les plus dangereux et à vie longue. Donc, quand il est dans l'organisme, c'est sûr que les dégâts sont extrêmement graves. Ceci dit, sur cette expérimentation, ils n'ont pas cherché à recenser les effets sanitaires. C'est les gens qui ont été piqués au plutonium ils n'ont pas du tout. On a très très peu d'éléments dans les documents que cette journaliste Hélène Wilson a retrouvés. On a très peu d'éléments sur ce qui s'est passé, si ce n'est que ils ont vécu des fins de vie après cette histoire, après cette injection au plutonium, difficiles, avec des problèmes de santé, mais ces problèmes de santé ne sont pas recensés. La seule chose qui préoccupait ceux qui ont fait ces expérimentations était de voir s'il y avait une élimination urinaire du plutonium. C'est à peu près tout. Et ensuite, ces expérimentations ont été étendues à d'autres radioéléments. En fait, il y a eu cette situation assez hallucinante où il y avait un budget énorme pour ces expérimentations, sans aucune visée de type préventive. Donc, en fait, l'objectif des expérimentations qui ont duré pendant pratiquement une trentaine d'années. Ces expérimentations avaient pour objectif d'essayer, désespérément d'ailleurs, de trouver une dose en dessous de laquelle la radioactivité aurait été sans effet sanitaire. Ou sans effet visible. Sans effet visible, ils avaient réussi à mettre en évidence que, en fait, les effets directs, immédiats, en dessous d'une certaine dose, effectivement, il n'y a pas d'effet direct. Les effets deviennent probabilistes, c'est-à-dire c'est le cancer, les effets génétiques, et puis les effets sur le système immunitaire et les problèmes cardiovasculaires qui peuvent survenir beaucoup plus longtemps après l'exposition et qui, bien souvent, peuvent être dilués dans l'ensemble des autres problèmes de santé sans pouvoir être classés facilement comme étant radio-induits. Donc, les effets directs, ils avaient plus ou moins trouvé une dose en dessous de laquelle, donc c'est le fameux 100 millisieverts, mais à l'époque, je pense que c'était pas aussi clair que ça. Mais en tout cas, ce qui les obsédait, c'était de trouver la dose en dessous de laquelle il n'y aurait ni cancer ni rien, ni effet génétique, parce que si il y avait tous les effets qu'on connaît aujourd'hui,
mais qui était déjà connu à l'époque d'ailleurs. Hein. À ce moment-là, ça remettait en cause la possibilité d'utiliser le nucléaire comme on l'a fait. Et leur préoccupation était double, c'était d'une part pouvoir donner l'image d'un nucléaire sans risque et d'autre part éviter les procès. Et vous avez par exemple quelqu'un comme Karl Morgan qui a été un des chercheurs qui a pris conscience du déni des dangers de la radioactivité, qui avouera très longtemps après, malheureusement, en 98, dans un ouvrage autobiographique, il savait, qu'il a appris au fil du temps que toute dose de radiation peut causer des cancers dans la population exposée et que sur la base de l'énergie délivrée à un tissu humain, les neutrons rapides sont au moins 30 fois plus dangereux que les rayons X. Que cancer radio-induit, espérance de vie abrégée, atteinte génétique ne leur sont pas venus à l'esprit à ceux qui étaient honnêtes, mais sauf que les autres les connaissaient. Et en fait, oui. Cette situation-là, a été troublée, disons, par quelques chercheurs comme lui, mais lui n'a pas fait d'enquête épidémiologique. Il y a eu sur les effets des faibles doses 2 chercheurs qui ont travaillé et qui à un moment donné sont mis ensemble. C'est d'une part Alice Stewart qui dès les années 50 a montré que les rayons X, une très faible dose de rayons X sur une radiographie pendant la grossesse entraînait pour l'enfant à naître des troubles catastrophiques, cancer, mort subite et autres. Donc elle a démontré dès cette époque que les faibles doses de rayonnement, alors il s'agissait là des rayons X, étaient extrêmement toxiques et qu'il n'y avait pas de dose en dessous de laquelle ces effets n'apparaissaient pas. Et puis, il y a eu Thomas Mancuso qui a fait la seule étude, et encore une étude de mortalité, qui n'était pas du tout la plus significative, qui aurait pu donner des résultats beaucoup plus précoces si on avait fait une enquête sur la survenue des cancers au fur et à mesure qu'ils apparaissaient. Mais cette enquête de mortalité par cancer a été très très significatif. Enfin, les résultats ont été très significatifs, mais Thomas Mancuso, son contrat n'a pas été renouvelé dans les années 70, et donc on n'a pas eu la suite. Je dirais, on n'a pas eu la suite de l'histoire. Et ces résultats montraient à l'évidence que pour les travailleurs de 2 sites, Hanford et Oak Ridge aux États-Unis, 2 sites du projet Manhattan, la mortalité par cancer chez les travailleurs de ces 2 sites était absolument catastrophique. Donc, ensuite, l'industrie nucléaire s'est mobilisée, enfin les industriels et les experts qui sont à la solde de l'industrie nucléaire se sont mobilisés pour, en dépit de ces résultats de ces 2 chercheurs, affirmer et réaffirmer, et ils le font encore, qu'en dessous de 100 millisieverts, il n'y aurait pas d'effet sanitaire, ce qui est totalement faux. On va peut-être revenir un petit peu en arrière là pour moi j'avais noté qu'entre 1945 et 1947, il y a 18 personnes qui ont été auxquelles on a injecté du plutonium et dont les dossiers ont été classés secret défense. Oui. Et puis dans ce contexte-là où les scientifiques, les médecins savaient déjà. Au moment où on commence à faire les premiers tests, le premier test avant Hiroshima et Nagasaki, donc en juillet 1945, oui. Il n'y a strictement aucune mesure qui soit prise pour protéger les populations. Et puis après Hiroshima et Nagasaki, on continue à expliquer en fait qu'il n'y a pas de mort, due aux effets secondaires en fait. Mm-hmm. C'est ça l'idée.
Alors, en fait, oui, les premières expérimentations au plutonium sont effectivement antérieures aux essais nucléaires, quand ils sont encore dans l'élaboration de la bombe. Et là, très rapidement, en fait, le premier est un travailleur noir blessé sur le site d'Oak Ridge qui a un accident sur le site en venant faire la maintenance. C'est un travailleur noir. Ils lui font une injection de plutonium dans la jambe accidentée. Et puis, en fait, ils vont faire un suivi qui consiste exclusivement à observer le taux de plutonium dans les urines et les selles. Les médecins ne font aucune observation particulière sur son état de santé. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec sa fracture. Comme le plutonium se stocke dans les os, je peux imaginer que sa fracture ne guérit pas. Et la seule chose qu'on puisse savoir, c'est deux choses en fait. D'une part, il devient aveugle à la suite d'une cataracte qui est dite sénile alors qu'en fait il a, je sais plus, il doit avoir 45 ans, donc la cataracte à 45 ans. Très clairement, comme il a déjà travaillé sur le site, on peut l'imaginer que sa cataracte est associée à une exposition antérieure éventuellement, mais surtout qu'elle s'aggrave terriblement puisqu'il devient aveugle après cette injection. Et puis, la deuxième observation, c'est qu'il décède 8 ans plus tard d'une pathologie cardiaque, sans évidemment qu'il y ait la moindre investigation sur l'association possible entre cette pathologie cardiaque et son injection au plutonium. Or, quand même, ce qu'on peut observer après Tchernobyl, c'est qu'une des préoccupations centrales au niveau médical, c'est justement la pathologie cardiaque. Donc, on a là une observation qui est faite sur un accidenté qui va décéder de façon extrêmement précoce et pas des suites de son accident, et pas immédiatement, mais très manifestement avec un état de santé suffisamment dégradé pour que son décès suive cet accident 8 ans après, quoi. Et sans qu'il y ait la moindre observation clinique sur quel est le processus de dégradation et de maladie dans lequel ce monsieur a vécu entre l'injection du plutonium et 8 ans après de son décès. Et en fait, c'est la même chose pour les autres personnes qui vont subir cette injection au plutonium. La plus récente, je ne sais plus si je l'ai mis dans le livre, mais c'est ce que Hélène Wilson raconte, c'est un enfant, peut-être que j'en ai parlé quand même, un enfant australien qui a été amené, on ne sait pas ce qui a amené à ce que cet enfant soit amené en Californie d'Australie alors qu'il avait un cancer des os, et on lui fait une injection de plutonium et il mourra, en fait il sera renvoyé en Australie dans un état critique et il mourra en Australie moins de 2 ans après. Et ça a été le 18e cas de ces expérimentations au plutonium. Et là, la même chose, les seules observations qu'on ait, c'est sur le rythme d'élimination par les urines. Et en fait, il y a une préoccupation qui naît de ces expérimentations, c'est que manifestement, l'élimination du plutonium est pas si rapide que ça. Et en fait, on observera ensuite que le plutonium se stocke dans les os comme le calcium, comme le plomb, enfin comme un certain nombre de
minéraux de ce type. Et s'il se stocke dans les eaux, ça veut dire que il émet évidemment des radiations extrêmement violentes qui conduisent certainement à des formes de désintégration et puis de nécrose osseuse, voire de cancer. Mais à la limite, moi je me demande, même à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, si les gens ont le temps même de déclencher des cancers compte tenu du temps de latence entre exposition. Et là, on n'est pas dans une situation d'irradiation, on est dans la situation où du plutonium est injecté directement dans l'organisme. Et alors, toutes les expérimentations humaines qui ont eu lieu après, dans les 3 décennies qui ont suivi, hein, à partir de 1947, vous dites qu'elles ont été sponsorisées par l'AEC, Atomic Energy Commission, Commission de l'énergie atomique aux États-Unis, et que voilà, tout ça a été des documents censurés, des documents qui avant la commission Clinton étaient on ne pouvait pas avoir accès à ça, et donc ça explique ce que vous appelez le paradigme du doute. Alors si on peut ou la fabrique de l'incertitude. Si vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus, parce que ça, du coup, ça perdure. Ah ben oui, ça perdure vraiment. Et puis, c'est fait pour ça. C'est vrai que les formes d'expérimentation humaine, y compris dans le domaine du nucléaire, perdurent, puisque, en fait, au lieu de faire un travail rigoureux après des accidents comme Hiroshima et Nagasaki, la préoccupation de l'AIEA et du lobby nucléaire de façon générale, et plutôt de faire de l'expérimentation humaine, mais non pas dans la perspective de mieux comprendre ce qui s'est passé pour prévenir et protéger les générations futures, mais au contraire adapter entre guillemets les gens à la radioactivité. Donc je vais revenir sur le paradigme du doute. En fait, les stratégies qui ont été mises en place par le lobby nucléaire international, à travers la Commission internationale de radioprotection et à travers l'AIEA, ça n'a pas du tout été de faire en sorte que des chercheurs indépendants fassent un travail de santé publique sur ce qui pouvait se passer par rapport à des expositions au rayonnement ionisant, d'une part dans les essais nucléaires qui se sont poursuivis quand même jusqu'à la fin du XXe siècle dans différents pays, mais toujours avec le même scénario, c'est-à-dire que les gens ont été mis dans que ce soit les militaires, que ce soit les travailleurs civils, que ce soit aux États-Unis, dans les essais français, ou tous les autres essais qui ont eu lieu sur la planète, les personnes ont été exposées absolument sans aucune information sur ce qui pouvait se passer. Et pendant des décennies, non seulement il n'y a pas eu de suivi systématique de ces personnes exposées pour recenser au fur et à mesure les pathologies qui pouvaient apparaître, ce qui serait une stratégie cohérente en santé publique. L'objectif des scientifiques alliés à l'industrie a été d'essayer de conforter 2 postulats. Un postulat qui est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire pas d'effet en dessous de 100 millisieverts, donc une production de l'invisibilité des effets, et surtout pas de mise en place d'enquêtes qui montreraient ces effets. Si on avait fait un suivi de tous les appelés du contingent, de tous les militaires français qui sont allés sur les sites d'Algérie et de Polynésie, on aurait aujourd'hui une épidémiologie d'une toute autre nature qui serait un recensement exhaustif de toutes les pathologies.
Et je suis sûre que là, les liens significatifs seraient présents. Bien sûr, c'est pas du tout ça qui a été fait, parce que cette démarche-là, elle était beaucoup trop dangereuse pour le nucléaire. Donc ce qui a été fait de ce point de vue-là, ça a été de faire comme si le seul modèle susceptible de donner de l'information était les survivants d'Hiroshima-Nagasaki, sachant que cette cohorte de survivants, elle n'a pas été faite dès le début et sur toutes les populations qui ont été irradiées. Et et qu'en plus, les formes de l'irradiation, de l'exposition au rayonnement ionisant, est totalement différente dans un cas comme celui d'Hiroshima-Nagasaki que dans l'exposition à bas bruit, à faible dose de la plupart des travailleurs du monde entier qui ont travaillé, quel que soit d'ailleurs dans le nucléaire civil ou militaire, c'est-à-dire avec des faibles doses, mais avec des radioéléments très différents. Il aurait fallu faire un travail par petits groupes homogènes avec un suivi très très précis pour faire apparaître les différentes pathologies, ce qui a été totalement exclu par les autorités officielles, AIEA, CIPR et dans les différents pays du monde. Et donc, ce qui leur permettait de continuellement reproduire une incertitude en disant « mais vous voyez bien, on n'est pas sûr, les études ne sont pas forcément significatives ». Alors, il faudrait reprendre l'histoire de chaque étude pour montrer pourquoi elle n'a pas été significative. Et celles qui étaient significatives, ils les ont interrompues. Donc, sur ce versant de l'épidémiologie, qui rejoint d'ailleurs ce qui a pu se passer dans d'autres, sur l'amiante, sur le plomb, sur de nombreuses substances chimiques, on a quelques voix qui alertent sur le fait que cette épidémiologie-là ne donnera jamais les résultats autres que de la production d'une incertitude continuellement reconduite. Et puis, dans le nucléaire, le deuxième postulat, c'est que tout ce qui se passe chez les gens après un problème d'exposition au rayonnement ionisant ne serait dû qu'à la psychophobie. C'est-à-dire que là, dès la fin des années 50, on a un illustre professeur français qui a participé à ça, le professeur Tubiana, qui a participé à un groupe de travail de l'OMS et de l'AIEA, qui avait pour objectif de dire que, en fin de compte, c'était la peur du nucléaire qui conduisait les gens à des peurs complètement irrationnelles, peurs qui induisaient ensuite toute une série d'effets pathologiques, y compris tout ce qu'on voit, quoi, les cancers, les problèmes de thyroïde, les problèmes immunitaires, etc. Donc, Annie, je suis désolée oui. de vous interrompre un petit peu, mais on est presque arrivé là à la fin. Et à la fin, d'accord. Et il y a quelqu'un qui doit prendre l'antenne après nous, donc je ne voudrais pas les pénaliser. D'accord. Mais d'autre part, moi, j'aimerais bien vous réinviter pour parler justement de tout ça avec vous, de l'épidémiologie, du rôle de l'épidémiologie, comment aussi le mensonge est encore porté internationalement par les médias, les scientifiques, et puis la stratégie. Ah oui, et puis cette notion de mort statistique, enfin toutes ces choses. Oui. Là, on a parlé de l'histoire. J'aimerais bien qu'on reparle avec vous du présent, là, voir comment tout ça perdure. Donc, si vous voulez bien revenir une autre fois, ce sera avec plaisir. Bien sûr. Très volontiers. Je pense que je vais finir par avoir un peu plus de temps que très bien. Donc, il n'y a aucun problème. Je vais rappeler le titre de votre ouvrage. Donc, c'est La science a servi, la découverte en 2014. Peut-être aussi qu'on peut inciter nos auditeurs à aller regarder le site de l'association Henri Pézra.
Tout à fait. Je vais remercier Sidi à la technique. Et puis, vous pouvez retrouver toutes nos émissions depuis 4 ans sur le blog de la coordination antinucléaire 13. Voilà, et je vous remercie beaucoup, Annie, d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.